Et c'est parti pour notre deuxième cours d'INF 5111. Donc aujourd'hui, on commence notre apprentissage sur les sciences des données. Donc on s'était jasé la semaine passée du processus de la science des données, de c'est quoi les termes fondamentaux qui existent en sciences des données. Et on avait établi qu'on allait travailler sur deux tracks à l'intérieur du cours, deux idées de compétences, une en programmation, en informatique, puis une en base de données, en stockage de données. Donc, on commence aujourd'hui avec notre première track de programmation. Donc, on va regarder à quoi ça sert les programmes, comment ça fonctionne, on va regarder notre environnement de travail qui nous permet de faire ça. Puis on va regarder c'est quoi les fondements qui nous permettent d'écrire des différents programmes pour ensuite, en laboratoire, mettre en pratique ces différentes possibilités-là. Fait que premièrement, quand on veut faire des programmes, quand on veut programmer, le but de ça, c'est d'être capable de résoudre des problèmes à nature numérique. Donc, le but d'un programme, ça va être de suivre des instructions qui vont être capables d'aller étape par étape pour résoudre un problème. Okay? Donc, je veux trouver c'est quoi mon meilleur vendeur dans ma compagnie. Ben, il va falloir que je comptabilise toutes les ventes de chacun, que je trouve une moyenne ou un KPI qui est intéressant, que je trie les différents résultats, puis là, que j'affiche le résultat final que je recherche. Donc, ce genre de manipulation-là, c'est des choses qu'un ordinateur a hautement de la facilité à faire, tant qu'on lui dit les étapes de manière très établie, de manière très minutieuse. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est écrire des recettes, okay? Mais des recettes informatiques. Donc, on ne dit pas mot recette, on va dire un programme ou un algorithme qui me permet d'être la suite d'instructions qui me permet de résoudre le problème. Quand on parle de programmation, on parle d'instruction, calcule ça plus ça, divise ça par ça, va chercher telle information. Donc, il y a le principe d'instruction. Puis encore une fois, comme une recette, ça va être des choses que je vais écrire puis que je vais suivre de manière séquentielle. Donc, il va partir du début de notre programme, il va aller exécuter les différentes instructions une par une, puis une fois qu'il va avoir terminé les instructions, le programme va être terminé. On a un deuxième élément, comme un deuxième pilier qui est important de comprendre en informatique, ça va être le principe de mémoire. Donc, quand on travaille avec ces instructions-là, on est capable de faire des calculs, on est capable de trouver différentes opérations. Ben, les résultats de ces opérations-là, souvent, on va en avoir besoin plus tard dans notre processus, dans notre recette, dans nos instructions. Donc, on va devoir être capable de sauvegarder ces données-là pour être capable de les remanier, pour être capable de les ramener dans notre programme plus tard. Donc, le principe de sauvegarder de l'information, ça va être d'utiliser la mémoire de l'ordinateur pour qu'elle puisse stocker ces données-là pendant un instant. En informatique puis en programmation, ce concept-là d'utilisation de mémoire utilise un concept qui s'appelle des variables qu'on va voir aujourd'hui. Puis le dernier pilier de la programmation, c'est le principe d'algorithme. Donc, des instructions, c'est vraiment juste d'être capable de dire je suis capable de faire 3 plus 3, je suis capable de faire 4 fois 6, je suis capable d'aller chercher telle information. Le principe d'algorithme, c'est le principe de se faire dans notre tête la bonne recette pour dire que si je fais ces choses dans ces étapes-là, ça va réussir à résoudre mon problème correctement. Donc, on va voir que aussi certaines instructions, des fois, on ne sera pas obligé de les faire. On va être capable de diverger dépendamment de la situation, prendre des décisions à l'intérieur de notre programme, ou sinon être capable aussi de répéter certaines instructions pour être capable de ne pas avoir à faire du copier-coller pendant 50 fois pour ne pas faire des choses pour rien. Okay? On va voir qu'en informatique, d'être lâche, c'est un atout. Okay? Parce qu'à chaque fois qu'on répète quelque chose, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter à notre langage, ajouter à notre programme pour ne pas avoir à le faire. Fait que ça, c'est des principes fondamentaux de la programmation en général. Qu'est-ce que ça implique programmer?
À partir de là, nous, on va être plus pratique dans notre programmation. On va aller écrire des programmes pour la science des données. Donc, il y a une décision à prendre quand on veut commencer à écrire des programmes, qui est le langage de programmation à utiliser. Donc, pour être capable d'écrire des instructions, il faut utiliser un langage de programmation que l'ordinateur va comprendre, puis qui va me permettre de prendre une instruction que moi j'écris en simili anglais, puis que l'ordinateur, lui, transforme derrière en instruction machine. Donc, il existe plusieurs langages de programmation pour différentes utilités. Nous, en sciences des données, le langage de prédilection et celui qu'on va utiliser durant la session, ça va être le langage Python, qui est rendu à la version 3. Okay? C'est le langage qui est le plus utilisé en sciences des données. Donc, c'est celui qui est le plus accessible, c'est celui qui a le plus de documentation, puis c'est celui aussi qui a le plus de matériel déjà existant qu'on va pouvoir réutiliser pour être capable de se faciliter notre résolution de problèmes. Fait que on a décidé, on étant je, on a décidé qu'on allait utiliser Python comme langage de programmation. Habituellement, pour être capable d'utiliser un langage de programmation, il faut avoir un environnement de développement, installer un paquet de choses sur sa machine, puis là ça marche pas, puis là on a bien de la misère. Mais heureusement, on est rendu à, on regarde le calendrier 2023, puis le monde de l'info nuagique, le monde de l'Internet nous permet de skipper beaucoup de ces étapes-là. Donc, nous, ce qu'on va faire dans le cours, c'est qu'on va utiliser une plateforme en ligne qui va nous permettre d'avoir un environnement de développement directement prêt, sans avoir rien à installer, sans avoir rien à configurer. Okay? Ça facilite grandement la vie. Vous allez pouvoir l'utiliser sur n'importe quel ordinateur, sur vos iPads, dans les ordinateurs de l'école. Okay? Ça va être très versatile de ce côté-là. Donc, il existe plusieurs plateformes de ce type-là. Nous, on va utiliser Google Colab, okay? Donc un environnement qui est fourni par Google. Ça va vous prendre un compte Google. Donc, si vous n'avez pas de compte Google ou de Gmail ou de YouTube ou de n'importe quel autre service de Google, va falloir en créer un. C'est gratuit. Ça vous donne accès à une panoplie de services. Puis, ça va être un environnement où on va pouvoir exécuter notre code, okay, sans avoir à rien installer. Le lien est disponible sur les notes de cours, puis c'est aussi le dernier lien qu'on n'avait pas jasé encore dans la section du cours. Donc, on a vu le plan de cours, les notes de cours, le Mattermost, le lien vers la salle Zoom, puis il nous restait un petit lien qui était le lien pour Google Colab. Donc, c'est lui qui nous restait à aller regarder. Si tu marques Google Colab aussi dans Google, ça va aussi te donner le bon lien pour être capable d'aller travailler là-dedans. Donc, on rouvre ça, puis on va aller regarder qu'est-ce que ça implique dans un instant. Il existe d'autres variations donc, que tu peux installer sur ton ordinateur si tu veux commencer à utiliser des sets de données qui sont très, très, très volumineux ou si tu as des affaires qui vont prendre des journées de calcul, d'utiliser ton propre ordinateur va être plus rapide. Nous autres, on ne s'attaque pas à ce genre de problématique-là dans le cours. Fait que d'être sur Google Colab tout le long de la session n'est pas une problématique en tant que telle. Fait que cet environnement-là de Google Colab nous offre un environnement spécialisé pour la science des données. Donc, c'est pas la manière standard de faire des programmes qui vont juste s'exécuter une fois. Ce que ça nous donne comme environnement, ça va être ce qu'on appelle un notebook de programmation. Donc, un notebook de programmation, on va aller voir qu'est-ce que ça implique. Donc, quand j'ouvre ça, premièrement, tout est sauvegardé en ligne, tout est sauvegardé automatiquement. Dès que tu tapes quelque chose, ça va être sauvegardé. Donc, il n'y a pas besoin de faire attention à sauvegarder avant que tu termines de travailler. Tout est sauvegardé directement en ligne. Puis, tout est géré, puis tout est repris à l'intérieur. Donc, on a tous ces éléments-là. D'autres, on va en ouvrir un nouveau. Okay? Donc, quand tu passes sur la fenêtre, là, que tu sois dans n'importe quel élément, tu as toujours le Python New Notebook qui est disponible. Ou si tu avais cliqué à l'extérieur de la fenêtre, dans le fichier File, on a aussi l'option New Notebook qui est aussi disponible. Donc, ça nous ouvre un nouveau notebook qui est complètement vierge, puis on va pouvoir regarder un peu qu'est-ce que ça implique, cette partie-là. Donc, le principe d'un notebook, c'est le principe d'avoir des cellules,
OK? Donc, une cellule, c'est un endroit où c'est que je peux écrire du stock. Puis, il existe deux types de cellules. La première cellule, c'est la cellule de programmation, la cellule de code qu'on appelle, dans laquelle on peut mettre des instructions. Donc, je pourrais mettre une instruction genre 4 plus 7. Puis, si je veux voir puis exécuter cette cellule-là, j'ai un gentil bouton à gauche, là, qui est le piton Play, sur lequel je peux peser. Donc, le principe, c'est la première fois que je pèse sur le piton, je pèse dessus. À droite, là, on va voir que c'est marqué Initializing, Connecting, blablabla. Là, c'est en train de louer un ordinateur chez Google. OK? Puis là, ça va rouler le code pour toi. OK? Une fois que tu es connecté, là, ça va aller pas mal plus vite la deuxième fois. Fait que si je change ça, mettons, puis je mets 4 plus 2, je fais Play, on voit que ça me donne le résultat. Puis on va voir qu'on peut mettre plusieurs instructions. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec les instructions tantôt. Je veux juste voir un peu l'élément global du notebook avant de continuer. Donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs cellules. OK, donc, je peux voir ici, j'ai cliqué sur le plus code, puis ça m'a généré une nouvelle cellule. Je peux aussi comme mettre mon curseur dans le milieu, là, puis ça me fait la possibilité de créer d'autres cellules aussi. J'ai un Python ici qui me permet de déliter les cellules, les bouger, OK, donc tu peux faire pas mal ce que tu veux, avoir un deuxième set d'instructions ici, l'exécuter, ça donne le résultat. OK, donc on a plusieurs cellules qui peuvent être exécutées, OK, dans l'ordre que je veux pour mes différents programmes. J'ai une question de Moselle. Attention, tu es muté. Ouais, est-ce que les deux cellules sont reliées? Il y a les calculs qu'on a fait sur la première cellule peuvent être récupérés. On va voir quand on va parler de variables. OK. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer des calculs puis sauvegarder des résultats. Pour l'instant, les résultats sont comme affichés puis sont perdus par la suite. Sont pas OK, sont perdus par la suite. Ouais. Merci. Donc, on a le principe de cellules de code, mais il existe un deuxième type de cellules, okay, qui est les cellules de texte. Donc, les cellules de texte, c'est quelque chose qui nous permet de expliquer, donner des descriptions, en gros, faire un texte autour de notre solution. Donc, le but des notebooks pour la science des données, c'est d'avoir en même temps le projet, OK, mais en même temps d'avoir des explications, d'avoir des images, d'avoir des descriptions des différents outils, des différentes formules utilisées pour être capable de mieux expliquer, puis être capable de faire aussi de la visualisation en même temps qu'on a la partie de code qui vient avec. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je suis ici, ceci est du texte pur, OK, j'écris ce que je veux. Donc ici, on demande une question, est-ce que c'est des commentaires? Donc, des commentaires. C'est pas des commentaires, OK? C'est ça l'affaire. C'est pas des commentaires dans le sens de programmation du terme, on va voir comment on écrit des commentaires, mais c'est des zones qui sont effectivement pour d'autres êtres humains. Qu'est-ce qui est plus que des commentaires? Pourquoi est-ce que je peux dire que c'est plus que des commentaires? C'est parce que c'est du texte riche, OK? Donc, on va être capable de mettre des titres à l'intérieur. Donc, je peux dire ça, je veux que ça soit un titre. Puis ça, je veux que ça soit en bold. Puis ça, je veux que ça soit en italique. Puis là, quand... je vais le mettre comme il faut. Puis là, je peux voir ici qu'il y a du formatage dans ce texte-là. OK? Fait que c'est pas juste, puis je peux même rajouter des images, je peux rajouter des vidéos, OK? Donc, il y a plein de choses que je peux rajouter dans les zones de texte qui fait juste que c'est pas juste, si vous avez déjà fait de la programmation, des purs commentaires. Puis en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on peut voir ici le résultat que ça va donner. Quand je clique out, ça donne ça. Mais on peut voir que quand j'ai cliqué sur ma petite barre, là, ça a rajouté en fait des symboles, des délimiteurs pour indiquer qu'est-ce qui allait être quoi. Donc, je peux voir que le titre, en fait, c'est un hashtag, un pound sign. C'est ça qui fait que c'est un titre. D'avoir double étoile, je vois que ça fait du bold.
de voir une étoile comme délimiteur, je vois que ça te met en italique. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle du formatage explicite. Hein, dans le principe, c'est quand tu es dans Word, puis que tu sélectionnes quelque chose, tu le mets en bold, ça devient en bold, mais là, tu sais pas si tu as mis ton espace, puis là, quand tu mets ton curseur, puis tu effaces le mot, tu sais pas quand tu vas taper si ça va être en bold ou pas. Tu sais pas, il est où les délimitations du formatage. Le but de cet environnement-là, c'est que tout soit explicite. Donc, tout le formatage, incluant le titre, incluant le bold, incluant l'italique, et des symboles, des caractères que je peux sauvegarder, que je peux très bien voir où ça se passe, qu'est-ce qui se passe avec. Les règles de ça, c'est les règles qu'on appelle les règles de Markdown. OK? Donc, on a le principe de différentes possibilités en Markdown. Donc, du bold, de l'italique, on peut aussi faire des listes. On peut faire des listes numérotées. On peut faire des blocs indentés. On peut avoir du texte littéral. On peut avoir des titres. On peut avoir des équations mathématiques. OK? Il y a plein de choses qu'on peut avoir à l'intérieur de ces cellules de texte-là. Ce pas des choses que nous, je vais vous demander particulièrement d'utiliser, mais moi, je vais l'utiliser pour vous montrer des choses. Ça fait que je trouvais ça intéressant de vous en jaser. J'ai une question de Adèle. Attention, tu es muté. Ouais, c'est bon. Cela veut dire qu'à chaque fois que je crie titre, ça prend la même forme, c'est ça? Le même format? C'est pas le fait que j'ai marqué titre, c'est le fait que j'ai mis un hashtag avant, là. Donc ici, je peux marquer banane. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Mais effectivement, de débuter la chose avec cet élément-là, ça fait... OK, puis là, on peut avoir un sous-titre qui va être juste un petit peu plus petit, si t'en mets deux. OK, puis... Attendez, mais... C'est le genre de H1, H2 Exact. en web. OK. Parce que moi, je ne suis pas familiarisé avec ces termes-là, ou bien non, c'est ça, ce qu'on est en train de faire. Mais si je vais pour la phrase « Ceci est un texte, ceci est du texte pur », cela veut dire si j'échange texte par un autre mot, ça va prendre le mot que je vais écrire, OK. Et quand je vais cliquer sur « Entrée », eh bien, ça va faire quoi? Quand je quoi? Si vous allez cliquer sur Entrée, ou bien vous allez fermer cette... Le principe, c'est dès que je le ferme, ça va juste garder la partie... C'est ça, OK. Finie. Ah, OK, c'est bon. D'accord. Ça permet de comme genre avoir une présentation en même temps que d'avoir ton code. Genre HTML. Ouais, effectivement, là, derrière. Puis comme ça utilise tous les autres éléments comme des images, comme mettre des liens, comme mettre de l'indentation, de mettre des bullet lists, là. OK, OK, je sais pas le mot francophone de ça. Liste à point? Ça doit être ça. Liste à point, oui. Ouais. Fait que on a ces éléments-là, ça utilise un langage, parce que tu sais, pour savoir que c'est des dièse, pound, hashtag, il faut le savoir. Donc, tu peux aller regarder de la documentation pour savoir c'est quoi, ou que quand tu en vois un qui est intéressant, tu peux juste regarder qu'est-ce que ça donne. Fait que ça, c'était pour le principe du notebook. Donc, on est capable d'avoir des cellules de code, on est capable d'avoir des cellules de texte. Le notebook est automatiquement enregistré. OK, donc, si tu veux aller l'ouvrir, tu peux aller en ouvrir un autre, OK, puis aller dans des récents, puis là, tu peux aller réouvrir tous ceux que tu as fait auparavant. Tu peux renommer ton élément, fait que là, je pourrais dire INF 5111, 18 janvier. Comme ça, je sais où c'est qu'on est, puis là, quand va venir le temps d'aller le rouvrir, je sais qu'est-ce qui se passe dans ce fichier-là à ce moment-là. Donc, on est capable d'avoir un environnement automatiquement géré par Google Colab qui me permet d'avoir des cellules de texte, des cellules de code. Là, ici, Pardon. Oui. Par contre, si j'utilise ça dans le Jupyter, est-ce qu'il va laisser le même standard pour Oui. En fait, l'élément derrière, OK, c'est des Jupyter Notebooks. OK? Puis le principe, c'est que tu peux même le télécharger en cette version-là pour pouvoir l'utiliser localement puis faire le back and forth. Tu peux aussi uploader quelque chose que tu as fait dans un Jupyter Notebook pour être capable de l'utiliser directement
à l'intérieur de Google Colab. C'est le même Même format. même les syntaxes qu'on a fait avec les Oui, textes, titres, oui. etc. OK. C'est standard entre les deux. OK. Parfait. Donc, on a toute cette partie-là de fait. Fait que là, on va commencer à programmer pour de vrai, OK, pour être capable de voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc, on a vu qu'on peut faire, bon, on s'attend à ce qu'un ordinateur soit capable de faire des opérations arithmétiques, là. Il n'y a pas rien de trop surprenant là-dedans. La chose qui va se passer, c'est qu'est-ce qui arrive si, à l'intérieur de la même cellule, j'ai plusieurs instructions, OK, qui vont faire de l'arithmétique. Fait que là, je peux voir ici, c'est marqué 14, hein, qui est le 4 plus 10. Le 4 plus 2, qu'est-ce qui est arrivé à fait? Il l'a fait, mais il ne l'a pas affiché, en fait. Ouais. Fait que le principe ici, c'est... Je sais pas pourquoi je marque tout le temps 4, je sais pas pourquoi je marque tout le temps 10. On va mettre quelque chose d'autre. Le principe, c'est que quand on fait plusieurs instructions à l'intérieur d'un notebook, lui, ce qu'il va prendre, c'est qu'il va regarder la dernière instruction, voir s'il y avait quelque chose affiché, puis c'est ça qui va t'afficher. Souvent, c'est souvent utile d'utiliser ça, mais souvent, tu vas vouloir avoir plus d'affichage ou de l'affichage de d'autres instructions ou de d'autres résultats à l'intérieur de la même cellule. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quand on va vouloir afficher quelque chose, on va pouvoir utiliser une fonction. Hein, donc, une fonction en programmation, on va la regarder plus en détail tantôt, là, mais quand on passe à une fonction, mettons mathématique, mettons genre sin, hein, c'est ta calculatrice, tu marques sin, tu mets une parenthèse, tu marques quelque chose, tu marques une autre parenthèse, tu pèses sur Enter, puis ça fait quelque chose. C'est le même principe en programmation, c'est juste qu'il y a plus de fonctions qui font plus de choses avec plus de possibilités. Celle qu'on va voir en premier, ça va être le print. Okay, donc, la fonction print force qu'un résultat soit affiché de qu'est-ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Fait que si je voudrais avoir les trois résultats, je pourrais avoir le print, un print, un print. Et là, je peux voir ici que j'ai le premier résultat, le deuxième résultat, le troisième résultat. Fait que le print, ça va être comme notre outil de base là, pour être capable de faire afficher quelque chose. Hein, ça le dit dans son nom, print. En passant, là, j'ai mis un au dernier, mais hein, avec la règle que j'ai dit, c'était pas nécessaire parce que la dernière instruction qui était une opération est affichée par défaut. Hein. C'est juste que j'aime bien être conséquent dans mes affaires, fait qu'habituellement, dès que je commence à utiliser print, je vais l'utiliser partout, okay, pour pas être trop confus dans toutes les possibilités qu'on peut faire en programmation. Fait que on a le print, on est capable de afficher des choses. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est pas juste des opérations, okay, que je vais vouloir afficher. Je vais souvent vouloir afficher aussi du texte littéral pour dire où c'est que je suis rendu dans mon programme, je suis en train de calculer ça, le résultat que tu vois sur la prochaine ligne, c'est telle chose. Donc, j'aimerais ça être capable d'imprimer du texte, okay? C'est-à-dire bonjour. Okay? La problématique ici, c'est que ça ne fonctionne pas directement comme ça. Pourquoi? Parce que quand on écrit des choses en programmation, hein, ça utilise la syntaxe, ça utilise le langage de programmation. Hein? Quand il a vu le print, il savait que c'était une fonction, quelque chose de spécifique à Python. Puis quand j'écrivais le 4 plus 2, il savait que c'était une valeur numérique, une addition, et ainsi de suite. Et quand moi j'écris bonjour, lui il va voir, ben là, est-ce que bonjour c'est une autre fonction, est-ce que c'est une autre affaire qui est spéciale? Puis là, le principe c'est que non, cette affaire-là, c'est juste du texte. Hein? C'est du texte littéral. C'est pas supposé être interprété comme étant une fonction, c'est pas supposé être interprété comme étant une instruction, c'est des données. Là. Fait que quand, dans un langage de programmation, on veut représenter du texte comme étant du texte littéral ou du texte comme étant une donnée pure, plutôt que comme étant une instruction, comme étant une représentation de quelque chose de plus complexe, on va créer ce qu'on a parlé de la semaine passée de chaînes de caractères, hein, des strings. Donc, pour être capable de dire à Python, hey, ça ici, ce qui est là-dedans, là, c'est pas une affaire de programmation, c'est vraiment juste du texte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le délimiter. Donc, on va mettre une affaire avant puis une affaire après, qui va être le guillemet.
Oups. Donc, le guillemet. Puis on peut voir ici qu'on a aussi une colorisation automatique là, qui nous indique que les choses sont bien. Faire attention en passant, quand on écrit quelque chose, ça ne va pas tout de suite changer le résultat. Il faut tout le temps repaiser sur le bouton play pour être capable d'avoir le nouveau résultat. Puis là, on peut voir ici que ben, ça va bien. On a le 6, le 14, le 20 et maintenant le bonjour. Puis si je continue avec ça, salut, super, comme c'est plaisant la programmation. Là, j'essaye puis ça marche pas. C'est la guillemets. Ben oui, là ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est j'ai sorti utilisé un fermé. guillemet à l'intérieur de comme mon texte, mais là, lui, il a pensé, OK, ben là, ça veut dire que t'as fini. Hein? Fait que là, le restant, il est comme, je sais pas trop qu'est-ce que t'as fait, là, je pensais que c'était encore des instructions, je suis comme tout perdu. Fait que pour éviter ce genre de problématique-là, on va avoir différentes manières de délimiter des chaînes de caractères. Donc oui, on a le guillemet, mais on a aussi le double guillemet. Puis le principe, c'est que si tu utilises le double guillemet au début, tu peux utiliser des guillemets simples, parce que lui, il s'attend à un deuxième double guillemet. Donc avec ça, on est correct. Puis là, si on pousse la donne, tu pourrais demander, ben là, qu'est-ce qui arrive si je veux avoir un guillemet simple puis un guillemet double à l'intérieur de mon texte? Qui est une excellente question, mais on va avoir la question de puisqu'il y en a avant. En fait, ma question, c'était, ça serait pas juste plus simple et plus intuitif de toujours mettre double guillemets, question d'éviter ce genre de problème qu'on a vu ensemble? Ou est-ce qu'on peut pas faire ça? Ben, ça dépend. Si tu as besoin de double guillemets dans ton texte, tu fais quoi? Le principe, c'est que c'est versatile. Ok, ouais. Ben, je veux dire, c'est rare qu'on mettrait un deux guillemets dans un. Ben, ouais, je comprends. Ça dépend de qu'est-ce que t'écris, là. Mais advenant que moi, si jamais, par hasard, je fais toujours double guillemets, puis everything works fine, est-ce que pour vous, ça cause un problème? Non, ou aucunement, là. Et moi, je fais juste c'est montrer libre à les chacun? variantes, là. C'est ça, là. J'ai montré la première Ok, parce que c'était celle-là qui était plus proche sur mon clavier, là. Ok, parfait, merci beaucoup. Puis en fait, il existe d'autres variations. Okay? Donc, on a la possibilité du guillemet simple, on a la possibilité du guillemet double. Mais dans le cas où c'est qu'on veut avoir quelque chose d'extrêmement robuste, on peut aussi utiliser le triple guillemet ou le triple guillemet simple de suite. Puis là, ben, ça fait qu'à l'intérieur, on peut utiliser les deux tant qu'on n'a pas re-eu le triple guillemet ou le triple guillemet double. OK, fait que ça, c'est la version la plus... tu tomberas jamais par hasard sur taper 3 guillemets de suite, là. Ça, c'est hautement improbable. Chose intéressante aussi, habituellement, chacune des instructions est sur une ligne. Hein, donc, si, mettons, j'essaie de faire une autre instruction, ça ne marchera pas. On a la possibilité, avec les triples guillemets, de travailler sur plusieurs lignes. OK, donc ça va faire les sauts de ligne, c'est un cas spécial avec les triples guillemets. Parfait. Avant de sauter dans d'autres instructions, on va parler de les choses qui ne sont pas des instructions. Donc, quand on travaille dans un programme, on va vouloir avoir des commentaires. Donc, le principe de commentaire, ça va être du texte qui est pour un autre être humain, qui ne sera pas interprété par l'ordinateur, qui ne sera pas considéré par l'ordinateur. Donc, les commentaires, c'est des choses que tu mets entre tes différentes instructions, un peu pour indiquer c'est quoi les astuces que tu as prises, c'est quoi les petits trucs, c'est quoi les affaires qui sont un petit peu pas claires quand tu fais juste regarder les instructions, le code lui-même. On peut écrire des commentaires en utilisant le hashtag, le pound, le dièse, le sharp, puis le restant de la ligne va être considéré comme un commentaire. On peut voir ici que c'est d'une autre couleur aussi. En passant, on peut avoir des lignes vides aussi sans problème. Okay? Donc, ça ne sera pas exécuté, ça va être juste sauté par-dessus. Donc, le but du commentaire, c'est d'indiquer qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de le faire, qu'est-ce qui se passe avec. Fait que si, admettons, on a,
Juste aussi un petit retour sur les chaînes de caractères. Si, admettons, j'ai quelque chose de même. Puis j'exécute ça. Qu'est-ce qu'on pense qu'il va se passer? Ça écrit 5 espace plus espace 4. Pourquoi? Parce que j'ai dit, hey, ce qui est là-dedans, là, c'est des caractères littéraux. C'est du texte littéral. C'est purement du texte. Ce n'est pas des instructions. Fait que lui, il est comme parfait. Si tu me dis que c'est pas une instruction, je te crois. Puis il va l'afficher directement. Hein, donc, faut toujours faire attention au délimiteur de chaîne de caractères. Hein, donc, c'est le genre de choses qu'on peut marquer en commentaire. Les commentaires peuvent aussi être après les instructions. Ok, donc jusqu'au restant de la fin de la ligne, on peut écrire un commentaire qui va indiquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre petit programme. Les commentaires, c'est quand même assez important, okay, parce que plus on avance, plus on fait des programmes difficiles, puis plus comme il faut se forcer les méninges pour être capable de trouver les algorithmes qui vont nous permettre de résoudre notre problème. Le meilleur exemple, c'est une histoire que j'ai eue moi-même. Donc, dans mon plus jeune âge, quand j'étais encore naïf, j'avais travaillé un matin sur un problème qui était quand même assez difficile. Puis j'avais passé toute la matinée à bosser là-dessus. J'avais pris 3 cafés, 2 expressos. OK, ça travaillait très fort. Puis j'avais trouvé des manières assez farfelues de réussir à résoudre mon problème. Puis à la fin de l'avant-midi, juste avant d'aller dîner, OK, je regardais mon code et je me suis exclamé, en ce moment, là, c'est tellement smart ce que j'ai fait, là, c'est tellement intelligent, c'est tellement pointilleux que seulement moi puis Dieu qui comprend ce qui est écrit sur mon écran. Puis là, imbu de moi-même, j'ai été dîner. J'étais au Subway, 12 pouces, steak et fromage, extra bacon, je le méritais. Puis quand je suis revenu, 1 heure et quelques plus tard, je regardais mon code, puis n'ayant pas écrit de commentaires et ayant utilisé plusieurs techniques farfelues, je n'ai pu me rendre qu'à l'évidence et m'exclamer qu'à ce moment-là, il y avait seulement Dieu qui comprenait ce qui était écrit dans mon écran. À l'intérieur d'1 heure, j'avais déjà perdu le fil de mes pensées, puis il a fallu que je repasse l'après-midi à refaire mon travail pour être capable de retrouver ce que j'avais fait. J'ai une question d'Adèle. Ouais, cela veut dire que vous avez oublié ce que vous avez fait, c'est ça? Je comprenais pas les techniques que j'avais utilisées quand il a fallu que je change quelque chose parce que c'était pas parfait. C'est ça, Si vous avez mis un commentaire, habituellement, c'est ça le ça principe. pour... C'est ça qui aide à revenir sur ses pas. ok. Hein. Ça te permet D'accord, de d'accord. retrouver la pensée que tu as utilisée pour dire mais pourquoi est-ce que j'ai additionné ça avec ça puis que j'ai sous-divisé avec ça? Ça fait pas de sens. Ok. Puis là, t'es comme non, c'est parce que telle affaire. Puis tu sais. Ok, ça veut dire les commentaires, c'est pour soi-même, en fait. Exactement. Ou là, bien c'est pour d'autres êtres pour... humains. Ou t'es membre de ton équipe, ou Exactement. un Ça, correcteur, ou. Ok, ok. C'est bon. Ok, merci. Mais c'est ça, c'est pas pour l'ordi. L'ordi, lui, il saute par-dessus ça, il voit rien de ça. Ok. Super. Donc, on serait prête à commencer. Ben, si on regarde juste un petit exemple de comme le genre de programme qu'on peut faire en ce moment, là, c'est pas super, mais c'est comme une base sur laquelle on va construire à travers aujourd'hui. Donc, on a un script qui calcule, mettons, ton salaire hebdomadaire, tu peux l'afficher, tu marques la valeur, ça l'affiche. Hein, donc, la deuxième partie, c'est une instruction mathématique. Fait qu'il est capable de. Une instruction arithmétique, pardon. Il est capable de trouver le résultat, puis juste d'afficher les 2 informations. Puis là, c'est comme, ah, j'ai un programme qui fait des choses. Avant de parler de variables, on va prendre notre première petite pause. Fait qu'on va se prendre un petit 10 minutes de pause. Mais avant ça, j'ai une question de Antoine. Oui, bonjour. Bonjour. Et ma question serait, est-ce qu'on devrait utiliser Google Colab comme outil pour programmer ou bien on peut utiliser d'autres outils? Tu peux utiliser d'autres outils, mais ils ne sont pas supportés dans le cours, dans le sens que moi, je ne vais pas en montrer d'autres.
le principe, c'est que oui, il en existe d'autres. Moi, c'est celui-là juste que je préconise comme étant le plus facile et convivial pour un premier cours de programmation. OK. J'ai une autre question de Jean-Marc. Oui, excusez-moi. Comment vous faites pour passer de anglais à français aussi rapidement sur votre clavier? Ou, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben oui, certainement. En fait, je sais sont où toutes mes touches, premièrement. Fait qu'en ce moment, je fais juste taper en français. Mais sur Windows, tu peux peser sur la touche Windows espace, puis ça change la langue de ton clavier automatiquement. Et parce que je me souvenais de ça il y a genre 7 ans, puis là, je suis comme, OK, merci. Pas de problème. Parfait. Donc, on va se prendre une petite pause. On revient à 18h55 pour regarder le principe de variable et de sauvegarde d'informations. À tout de suite. Donc, on revient. On était rendu à regarder le principe de variable et de stockage de données à l'intérieur de nos différents programmes. Donc, le principe, c'est quand on a une variable, on va avoir en fait 3 éléments différents en même temps. Il va avoir la case mémoire, hein, qui va être d'une certaine forme, en fait d'un certain type, comme on avait parlé la semaine passée. Fait que la case mémoire va pouvoir contenir des entiers, des valeurs fractionnaires, du texte, des choses comme ça. Il va avoir une valeur qui est à l'intérieur. Fait que dans la case, il pourra avoir un set, mettons. Puis, il va avoir un nom à cette case mémoire-là, auquel je vais pouvoir faire référence dans le futur quand je vais vouloir aller rechercher cette information-là, quand je vais en avoir besoin. Évidemment, je ne peux pas écrire dans ma cellule de code, là. Donc, il va y avoir une instruction spécialisée pour être capable de créer cette boîte-là, la nommer, puis d'être capable de mettre une valeur à l'intérieur. Donc, l'instruction qui nous permet de créer une variable et de lui assigner une valeur, c'est l'instruction d'assignation. L'instruction d'assignation utilise le égal. Il faut faire attention, ça ne représente pas une égalité mathématique. Hein? Donc, c'est je prends quelque chose puis je le mets à un endroit. Donc, c'est un peu un abus de notre conception, là. OK? Donc, il faut faire attention, c'est pas une comparaison qu'on est en train de faire. C'est vraiment, je prends l'information puis je la mets dans la case. Fait que quand je veux, on va se faire une autre cellule pour le principe. Fait que, comment est-ce que ça marche l'assignation? À gauche, je vais avoir la destination avec un nom de variable. C'est moi qui décide c'est quoi le nom de variable. On va aller voir c'est quoi les possibilités des noms de variables dans quelques instants. J'ai ensuite le signe égal. Puis à droite, je vais avoir ce qu'on appelle une expression qui va me permettre d'être assigné dans la dite variable. Fait que quand j'exécute ça, il se passe rien, dis-je entre guillemets, mais derrière, lui, il a sauvegardé cette valeur-là, puis il va être capable de la réutiliser dans le besoin. Donc, quand on travaille avec les variables, une fois qu'on a assigné la variable avec une valeur, une fois qu'on a fait l'opération d'assignation, on va être capable d'utiliser le même nom de variable pour être capable d'avoir le résultat qui va venir en fait aller chercher le contenu de cette variable-là. Fait que le principe, c'est j'assigne 95 dans banane, puis là, je fais imprimer banane, puis ça me donne 95. À noter ici que je n'ai pas utilisé les guillemets, hein, parce que si j'avais utilisé les guillemets, ça ne serait pas la même interprétation. Ça serait affiche le texte B-A-N-A-N-E. Hein, là, ici, moi, ce que je veux, c'est utiliser le concept de la variable que j'ai sauvegardée. Donc, c'est directement sans guillemets. C'est une interprétation, c'est pas du texte littéral que je veux faire afficher. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que à droite de l'assignation, je peux avoir une expression. Fait que je n'ai pas obligé d'avoir une valeur littérale directement, une valeur directe. Je peux avoir, mettons, une opération arithmétique. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le résultat de cette opération-là. Puis ça va être ça qui va être sauvegardé dans la variable puis qui serait ensuite affiché. On peut avoir
À droite aussi, donc dans la partie d'expression à droite, on peut utiliser notre variable qu'on a déjà établie. OK? Donc là, le principe, c'est que le résultat de celui-là va être utilisé ici, puis ce résultat-là va être additionné de 10, puis ce résultat-là au complet va être assigné dans pomme, qui nous donne le 199. Aussi, une fois qu'on a exécuté le code, Google Colab il est conscient des différentes variables disponibles. Si je prends ma souris, je peux même aller au-dessus des différentes variables pour aller voir leur contenu. Ou sinon, je peux même aller ici dans le petit élément à gauche pour aller voir le type, puis on va parler de ça dans un instant, puis les différentes valeurs. Une question de Pouya. Bonjour, monsieur. En fait, j'ai une question ici par rapport aux variables. Disons, dans la cellule, disons, je suis en train de pratiquer dans une cellule et j'utilise nom variable égale 99. Si je vais dans comme une autre cellule qui n'a pas rapport avec lui, ici, j'utilise nom variable, est-ce que ça va prendre en compte la variable qu'on avait sauvegardée dans l'autre cellule d'avant ou il va falloir le redéfinir après? Bonne question. Donc, l'environnement est global. Donc, quand j'assigne une variable ici, elle apparaît dans cette liste-là, puis cette liste-là, elle est bonne pour toutes les cellules. Donc, je peux faire une partie du calcul ici, mettons avec des descriptions, avoir un autre cellule de code plus bas qui va réutiliser cette variable-là, puis tant que je l'ai exécutée au moins une fois, la variable va être comme assignée correctement, puis elle va être utilisable dans des cellules subséquentes. Donc, si j'ai bien compris, pour qu'elle soit enregistrée, il faut l'exécuter au moins une fois. Exact. Parfait, merci. Puis tu peux aussi le confirmer en allant dans l'onglet variable puis en voyant si elle est là. Fait qu'on a le principe de variable, le principe d'utilisation de variable, puis dernière chose aussi. On a aussi le principe de séquence d'instructions qui va être important de comprendre. Donc, le principe ici, c'est je fais une première instruction. Rendu là, banane, il est à 198. Puis, 189, pardon. Donc, à 189, je l'utilise ici, il est à 189. Donc là, je fais le plus 10, ça me donne le 199, je l'assigne. Puis après ça, je change la valeur de banane. Ça ne change pas ce qui s'est passé dans le passé. Okay? Donc, quand on fait les instructions se font de manière séquentielle. Puis, il n'y a pas conscience des opérations précédentes, il n'y a pas conscience des opérations futures. Il est très zen, l'ordinateur, là. Il est juste dans le moment présent avec les variables à ce moment-là. Donc, après ça, quand j'affiche banane, il va afficher 0. Quand je vais afficher pomme, il va afficher 199 parce que c'est ça qui a sauvegardé à ce moment-là. Ce n'est pas des formules qui sauvegardent. Hein, c'est le résultat de l'opération qui a été faite à ce moment-là. J'ai une question de Adèle. Ouais, j'ai une question bête. Si je crée banane avec un B majuscule, est-ce que ça change? Ça, c'est une autre excellente question. Attends, mettons, on va le changer pour bien voir le résultat correctement. On voit ici que quand j'essaie ça, ça me dit que banane avec un B majuscule, c'est pas défini. Ok, c'est la même chose que si j'avais marqué orange. Ok, c'est la même erreur. Donc pour lui, banane avec un B majuscule, ce n'est pas le même mot que banane en minuscule. Pourquoi? Ben, c'est parce que qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, il nous l'a expliqué. Hein? On avait vu que les caractères étaient sauvegardés sous un code, le code ASCII qui nous permet de faire la traduction de symboles en valeur derrière, puis que les lettres majuscules puis les lettres minuscules, c'était des différents symboles. Là. Fait que pour lui, A et B, puis A minuscule puis A majuscule, c'est la même différence que A et B puis de A et Z. T'sais. D'accord, merci. Ça nous amène justement au principe d'identificateur. Okay? Donc, quand on nomme les
variables. Puis à chaque fois qu'on va devoir nommer quelque chose, donc plus tard, on va nommer des fonctions, il y a des classes, il y a plein de choses qu'on peut nommer. Donc quand c'est à nous de décider le nom de quelque chose, il y a certaines règles qu'il faut suivre. On ne peut pas marquer n'importe quoi comme nom. C'est assez simple comme règle. Par défaut, c'est une série très limitée de caractères. Donc, tous les caractères alphanumériques, puis le tiret bas, le underscore. Donc, des lettres, des chiffres, le underscore. On n'a pas d'autre choix. Ça veut dire que j'ai pas le droit d'espace, j'ai pas le droit de tiret, j'ai pas le droit de point, j'ai pas le droit de virgule, seulement des lettres, des chiffres et le tiret bas. Deuxième règle, il faut que le premier caractère, le premier symbole, soit une lettre. Il faut que ça commence avec une lettre. J'ai pas le droit de commencer avec un chiffre. Ça ne fonctionne pas. On a aussi une dernière règle qui demande que le mot ne doit pas être réservé. Donc, on va voir qu'il y a des mots dans la syntaxe, parce que c'est un langage de programmation, qui font des choses spéciales. J'ai pas le droit d'utiliser ces mots-là. Il y en a genre 38, là. On tombe assez rapidement dessus. Ils tombent d'une autre couleur quand on essaie de les marquer, là, fait que c'est très évident. Puis justement, pour revenir à la question de tantôt, il faut faire attention. Les majuscules et les minuscules, c'est des caractères qui sont gérés de manière différente. Donc pour l'environnement, c'est considéré comme deux éléments complètement distincts. Puis, dernière chose, souvent on va essayer d'écrire des variables qui vont être le plus verbose possible, avec des noms significatifs. Donc, on va utiliser, puisqu'on ne peut pas utiliser d'espace, une convention. Donc, une convention, c'est pas une règle de fonctionnalité. Donc, si tu fais pas ça, ton programme va fonctionner pareil. Mais une convention, c'est que tout le monde s'entend à faire la même chose pour que ça soit juste plus facile, puis que ce soit plus lisible, puis que tout le monde puisse s'entendre sur faire les mêmes démarches. Donc, nous, on va utiliser une convention qui s'appelle le camel case. Donc, le principe du camel case, puis on le voit ici dans son nom, c'est le principe que quand j'ai besoin d'écrire un nom de variable qui a plusieurs mots à l'intérieur, je commence, je suis en minuscule, je suis en minuscule, je suis en minuscule, puis quand je viendrai pour changer de mot, je vais utiliser une lettre majuscule pour indiquer que c'est comme un deuxième mot, à la place d'utiliser un espace. Donc, le camel case me permet d'avoir des variables qui suivent les règles de caractère, mais qui représentent plusieurs mots d'une manière qui est assez facile et conviviale à lire. Fait que si on reprend ces idées-là de variables, puis qu'on est capable d'aller chercher plus d'informations, on est capable de faire un programme qui est un petit peu plus étoffé. Où c'est qu'on peut regarder, mettons, le salaire hebdomadaire, mais une fois qu'on a le salaire hebdomadaire, on applique, puis là, ici, c'est pas les règles normales de taxes, là, mais mettons genre 15% sur le salaire brut pour avoir le salaire net. Fait que on est capable de se recréer un petit programme, puis là, cette fois-ci, on est capable d'avoir des données initiales qui vont être dans des variables. On peut voir ici l'utilisation du camel case pour avoir des variables qui sont significatives. On peut aller marquer les différentes valeurs. Puis là, après ça, on peut utiliser aussi les commentaires pour bien indiquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis on a les calculs qui me permettent de multiplier les éléments, sauvegarder ça dans des variables intermédiaires, afficher le résultat, puis être capable d'avoir comme un programme complet qui me permet de faire plusieurs étapes. Puis une fois que j'ai le salaire brut, je peux continuer. Je me dis j'ai un taux d'imposition. J'aurais pu le mettre aussi dans les données initiales. L'ordre ici n'avait pas tant d'importance. Puis faire le calcul complet qui me donne mon résultat final. J'ai une question de Piskin. En fait, monsieur, je voulais juste savoir pourquoi utiliser le camel case quand on aurait pu juste faire heure travaillée tout en minuscule, ça n'aurait pas été le même principe? Le principe, c'est pour augmenter la lisibilité seulement. Là. Le camel case, c'est juste pour augmenter la lisibilité. Exact. OK, parfait, merci. Donc, on a ce principe-là qui me permet d'afficher différentes choses. Après des calculs, là, on commence à avoir un programme qui a un petit peu plus d'allure. Quand on sauvegarde,
des variables, on va avoir le principe de type de données. Donc, on a sauvegardé jusqu'à présent juste des... Attends, on va remettre banane ici. Juste des valeurs numériques, hein? Mais on est capable de sauvegarder n'importe quel type de données. Donc, je peux avoir une variable qui va contenir une chaîne de caractères. Hein? Donc, on n'a pas besoin, on n'est pas limité à seulement des valeurs numériques qu'on va mettre à l'intérieur de variables. Donc, ici, encore une fois, le principe, il faut faire attention, hein, parce que si, admettons, ici, j'avais mis banane, ça me met 0, hein, parce que c'est le 0 que j'ai assigné ici, qui va se faire assigner là-dedans, qui va tout être la différence d'écrire le mot banane. Hein, donc là, dans la variable nom, j'ai le texte banane. Et quand j'affiche le contenu de la variable nom, ça l'affiche le texte banane que j'ai sauvegardé littéralement. Donc, je pense que ça répond à l'autre question qui était dans le chat, justement, là, de faire attention aux guillemets dans la partie de texte. Ça a beaucoup d'importance. Fait que, une question qu'on peut se poser, c'est quoi les différents types de données qui sont disponibles quand on travaille, puis c'est quoi leur nom? Donc, quand je regarde les différentes variables, je peux voir le type qui vient avec, okay, puis le nom qu'on lui donne en Python. Ici, j'ai une petite liste des types primitifs qu'on va pouvoir utiliser en Python. Donc, on va avoir le int pour integer, hein, qui est entier en anglais. Donc, toutes les valeurs entières vont être gérées par ce type-là. On va avoir le float pour les floating point number, les valeurs avec des points flottants, les valeurs avec des fractions. Donc, n'importe quoi qui est positif ou négatif. Pour les valeurs textuelles, on va avoir le str, hein, pour string, pour les chaînes de caractères. Donc, pas oublier que c'est délimité par des guillemets simples ou doubles, comme on a vu un petit peu auparavant. Puis, on avait aussi parlé la semaine passée d'un autre type, qui était le type booléen, hein, qui me permet de représenter des valeurs vraies ou fausses. Donc, ici, avec le texte true ou le texte false, ça va me permettre de représenter des valeurs qui sont directement... fait que ici, mettons, on va dire logique. Hein, le principe, c'est que cette valeur-là spécifique est capable, ce texte-là spécifique représente la valeur true. Ici, ça a l'air que Google, il y a un petit peu de misère. Qu'est-ce qui se passe? OK. Il est un peu perdu. On va lui laisser le temps de se retrouver. C'est pas grave. J'ai une question d'Imen. Est-ce qu'il faut toujours mettre un point d'exclamation à la fin pour un texte ou... Non, c'est juste moi qui est vraiment pépé. Comme on peut voir ici que dans le mot banane, il n'y a pas de point d'exclamation. Ici aussi, on n'est pas obligé d'avoir des points d'exclamation non plus. C'était moi qui finissais mes phrases de manière exclamative devant mon amour de la programmation. Ok, parfait. Parfait. Donc, ici, on dirait qu'il s'est un peu perdu en chemin. Des fois, ça arrive. On peut toujours rafraîchir la page, puis puisque tout est sauvegardé automatiquement. OK, il est revenu. Donc, là, ça va bien. On est capable de faire des programmes qui font des calculs, qui donnent des résultats qui commencent à être intéressants. On va aller regarder ensuite comment est-ce qu'on fait pour avoir des programmes un peu plus dynamiques. Donc, ultimement, en sciences des données, on va vouloir aller chercher des informations de fichiers, de bases de données, de documents Excel, de différentes listes d'informations. Pour l'instant, on n'a aucun de ces outils-là. OK? Fait que pour avoir quelque chose d'un peu dynamique, on va faire ce qu'on appelle des saisies au clavier.
Donc, le programme, quand va rencontrer une saisie, va s'arrêter, va te demander d'écrire quelque chose, puis à partir de là, tu vas pouvoir taper au clavier quelque chose, peser sur Enter, puis le programme va continuer avec la valeur que toi, tu as indiquée. Donc, pour être capable d'utiliser une saisie, on va utiliser la fonction input. Donc, on a vu la fonction print, et là, on va aller regarder la fonction input. Fait que, on va faire ici test de saisie. Oh. Donc, on va regarder ça ici. Le principe, c'est que la première partie de ça, on sait c'est quoi. On a à gauche une assignation. Donc, on sait que c'est une assignation. On a créé une nouvelle variable qui s'appelle test de saisie. On a utilisé le camel case. On sait qu'il y a un égal. Fait qu'est-ce qui va apparaître à droite va être assigné, va être enregistré, va être sauvegardé dans cette variable-là. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce qui va arriver quand j'ai cette fonction-là input? Puis je peux voir ici input, j'ai des parenthèses, puis là, ici, j'ai marqué du texte. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ce texte-là. Fait que quand j'exécute la cellule, on peut voir premièrement que la cellule ne s'arrête pas tout de suite, là. OK? Elle est comme gelée, elle est en train d'attendre de l'information. Parce que quand il a vu le input, il a dit, parfait, je prends le texte que tu as écrit ici, hein, parce qu'il sait que c'est du texte littéral, je l'ai délimité par des guillemets simples. Puis, je vais aller l'écrire dans mon affichage de mon programme. Puis, je vais donner une boîte de saisie qui va demander de rentrer quelque chose. Fait que là, c'est à moi de prendre action, puis d'aller écrire quelque chose et de peser sur Enter. Donc, je pèse sur Enter. Puis, une fois que j'ai pesé sur Enter, ce que moi j'ai écrit ici va prendre la place du input. Fait que le texte que j'ai écrit, c'est ça qui va être sauvegardé dans le test de saisie. Puis là, je peux voir le résultat final. On peut regarder aussi, si je prends ma souris, hein, puis je le mets par-dessus la variable, elle me donne le résultat. Je peux voir que c'est un string à l'intérieur, puis je peux voir que c'est Hello, qui est le texte que moi j'ai rentré. On peut voir en passant que quand je fais un print d'une chaîne de caractères, il enlève les guillemets, hein, parce que ça ne fait pas partie de le texte que moi j'ai rentré. Il va juste afficher le texte que moi j'ai rentré. Il y a une limitation intéressante quand on travaille avec ça, parce que le input par défaut va toujours sauvegarder du texte. OK? Fait que si, mettons ici, je le repars, ça me redemande la saisie, puis là, je rentre 56 à l'intérieur. Je pèse sur Enter, ça m'affiche 56. Mais là, si je porte plus attention, je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma variable test de saisie. Oui, j'ai 56, mais en fait, c'est pas la valeur 56, c'est pas la valeur numérique 56. C'est la chaîne de caractères avec le symbole 5 puis le symbole 6. C'est pas une valeur numérique. Puis, ça va causer problème si j'essaie de faire quelque chose comme ça. Si j'essaie de prendre la valeur puis de l'utiliser dans une opération arithmétique, et comme, wow, minute, ça marche pas pantoute, parce que je ne suis pas capable de travailler avec une addition entre des str puis une valeur numérique, un int. Donc lui, il n'est pas capable de faire cette opération-là. Moi, je suis comme, mais là, c'est simple, là. Comme, regarde dans le string, il y a une valeur numérique dedans, là. OK? Mais lui, il ne va pas le faire de manière automatique. Donc, on peut faire des conversions de type de variables en utilisant des fonctions de conversion. Donc, on peut utiliser le nom d'un type, hein, qu'on vient toujours de voir, int, float, str, bool, comme fonction pour être capable de dire, prends ce résultat-là puis convertis-moi-le dans cet autre type-là. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux envelopper le input pour dire, prends le résultat de ça, je sais que c'est un string, je sais que c'est une chaîne de caractères, mais convertis-moi-le en int avant de l'assigner.
Puis là, je peux voir que dans test de saisie, j'ai un int. Là, une autre question qu'on pourrait se poser avec ce que je viens de faire, c'est qu'est-ce qui arrive si je recommence à taper du texte? Hein, puis que j'essaie de le reconvertir. Là, on voit ici un élément intéressant. L'erreur n'est pas à cette ligne-là, elle est à la première ligne. Parce qu'en fait, il a essayé de faire le int, puis il a dit « Hey, je ne suis pas capable de convertir allô ». On s'est arrêté avant. Là aussi, il y a quelque chose d'important qu'il va falloir comprendre. Vous allez avoir une panoplie d'erreurs qui vont apparaître à travers votre expérience de programmation. Va falloir aller à l'encontre de vos décennies d'utilisation d'informatique, puis il va falloir aller lire le contenu de l'erreur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je sais que c'est difficile, ça prend de l'expertise, c'est pour ça qu'on se pratique. Les erreurs sont toujours indiquées premièrement avec la ligne à laquelle, puis la ligne va être soulignée en rouge. Puis l'erreur elle-même est toujours écrite à la dernière ligne. Fait que c'est là habituellement qu'on va aller regarder voir qu'est-ce qui se passe. J'ai une question de Pouya. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste répéter en fait l'utilité de mettre le int avant le input? J'ai pas trop bien compris. Fait que le principe, c'est que le input, ça génère une chaîne de caractères. OK? Fait que quand je rentre 5-6, ça sauvegarde le caractère 5, le caractère 6. Moi, c'est pas ça que je veux sauvegarder. Moi, je veux sauvegarder la valeur 56 pour que je sois capable de l'utiliser dans des opérations arithmétiques. Donc, pour être capable de convertir le texte avec le symbole 5, symbole 6 à la valeur numérique 56, on va donner une fonction de conversion. Donc ça va convertir le contenu de ça en int, en entier, en valeur entière numérique pour que ça soit capable d'être utilisé dans des opérations arithmétiques comme j'ai immédiatement après. C'est ça le but d'utiliser le int. OK. Et donc, dans la situation où on n'aurait pas utilisé le int, on aurait uniquement mis input, après la saisie, on aurait mis 56. Donc, si après on utilise un autre code, il ne va pas le prendre exact. On a vu tantôt que ça va générer une erreur si on essaie de faire ça. OK, parfait. C'est bon, merci. On a une autre question d'Antoine. Oui, bonjour. Et ma question, est-ce qu'on pourrait convertir 84 en string, le int en string? Donc, c'est aussi possible de faire l'inverse. Donc, ici, on peut convertir le 84 en string. Mais là, on va voir que ça donne un tout autre résultat. On va le revoir quand on va plus aller s'attarder sur les strings, mais c'est une drôle de question, fait que c'est une bonne question, fait que on y répond immédiatement, on peut le tester. Donc, on a la fonction de conversion. Puis là, ici, ce que ça a fait, c'est que ça n'a pas fait une addition, ça a fait ce qu'on appelle une concaténation. Ça a collé les deux ensemble. Hein, ce qui n'est pas nécessairement non plus ce que je veux, mais ça se peut que ce soit ça que je veux, ça dépend de ce que je veux. Mais c'est différentes options, dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin. Et nous autres, on va s'attarder à juste la conversion de int pour l'instant. On va aller revoir plus ça quand on va travailler sur les chaînes de caractères spécifiquement dans notre futur. Super, super. Fait que là, on est capable de faire un programme qui est un petit peu plus étoffé encore. On garde le même principe derrière notre élément de calcul. Donc, les salaires hebdomadaires bruts, OK, les taux d'imposition, tout ça, ça reste pareil. Mais quand vient le temps de saisir les données, ben maintenant, on peut utiliser le input. Puis là, quand on fait des inputs, il faut toujours se demander c'est quoi le type de données qu'on veut avoir, un nombre d'heures travaillées, un taux horaire, ça peut être des valeurs fractionnaires. Donc, on veut utiliser la conversion en float pour être capable d'avoir des valeurs qui ne seront pas nécessairement juste entières. On a quelques autres petites options avec le print. Donc, on a la possibilité, premièrement, d'avoir plusieurs expressions qui sont données directement une après l'autre. Donc, quand on a le print, je peux avoir une virgule, puis en fait, je peux avoir autant de virgules que je veux.
Parfait. Donc, ici, il faut marquer le nombre. Puis on peut voir que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire chacun des éléments. Il va trouver c'est quoi. Puis après ça, il va marquer l'autre élément après. Il va le marquer. Trouver l'élément. Il va le marquer. Donc, on est capable d'avoir plusieurs éléments qui est affiché à l'intérieur du même print pour être capable que ce soit sur la même ligne, délimitée par un espace automatiquement. Il y a certains aussi moments où c'est que j'aimerais ça qu'il y ait un saut de ligne à l'intérieur de mon affichage. Donc, si, admettons, après le autre résultat, j'aimerais ça qu'il y ait un saut de ligne. Dans ma chaîne de caractères, je peux utiliser un symbole spécial parce qu'on a vu tantôt que de faire un Enter, là, ça ne marche pas. Je ne peux pas avoir un Enter en plein milieu. Il ne comprend pas ce que ça implique. Fait que, on pourrait utiliser les triples guillemets, mais une autre méthode, ça va utiliser un caractère spécial qu'on appelle un caractère d'échappement. Donc, le caractère d'échappement, c'est le backslash suivi d'un symbole spécial. Dans ce cas-ci, le N, donc un backslash N, va me faire un saut de ligne à l'endroit où c'est que ce double caractère spécial-là est. Fait que quand j'exécute ça, j'écris quelque chose, puis là, je peux voir que ça a fait le début, ça a commencé le autre, puis là, rendu à écrire résultat, il a fait un saut de ligne, puis il a écrit le résultat 86. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là. On est capable de faire des sauts de ligne avec les backslash n. Il existe quelques autres caractères d'échappement. Donc, on a le backslash n, le saut de ligne, le tab, pour comme faire 4 espaces d'un coup. Si tu utilises juste un guillemet ou juste un double guillemet, puis là, tu es comme pogné, puis tu ne veux pas aller changer derrière ça en triple guillemet, tu peux toujours mettre le guillemet avec un backslash devant. Puis là, il ne sera pas considéré comme étant un délimiteur de la chaîne de caractères. Donc, backslash guillemet, c'est des choses qui peuvent être utiles des fois. Puis, on a aussi le principe que si le guillemet suivi de quelque chose est important, qu'est-ce qui arrive si je veux faire afficher backslash n comme étant les lettres que je veux faire afficher, puis pas que ça devienne un saut de ligne, ben, je peux utiliser le double backslash pour représenter juste un backslash, puis après ça, je peux mettre le n, je peux mettre ce que je veux, de manière bien normale. Fait que là, on arrive à un peu notre version la plus cool de notre exemple de tantôt, où c'est qu'on a nos différentes saisies, ça reste pareil, mais là, on peut tout calculer d'un coup, puis à la fin, on peut faire un affichage final sur une seule ligne qui a les différentes informations à l'intérieur. Donc, ça va bien, puis on est correct avec ça. Avant de parler d'appels et de méthodes et de fonctions, on va tout de suite prendre une petite pause parce que je sens que ma voix en a besoin. Donc, on va se prendre un petit 10 minutes encore. On va revenir à 7h40 pour revenir et voir le principe d'appel de méthodes et de fonctions, l'utilisation de modules et finalement l'utilisation de listes pour aujourd'hui. Donc, on a une pause, on se revoit à 19h40. À tout de suite. Donc, quand on a des fonctions comme print qui prennent plusieurs paramètres, le principe, c'est qu'on va être capable de délimiter ces paramètres-là avec une virgule. Donc, chacun des paramètres va être séparé par une virgule, puis là, chacun va être géré comme son propre petit élément. On va voir qu'il existe d'autres appels possibles, autres que juste des fonctions. Donc, on va voir qu'il y en a qui peuvent venir de librairies ou de modules externes. On va beaucoup utiliser ça quand on va commencer à faire des calculs un petit peu plus poussés en sciences des données. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait beaucoup de travail pour nous, puis nous, il faut juste utiliser leurs différentes fonctions pour être capable d'avoir quelque chose de très viable. On va aussi avoir la possibilité d'avoir des objets. Donc, on va en voir tantôt avec les listes qui vont être capables de faire des appels de méthodes. Donc, c'est des fonctions spéciales
qui nous permettent de travailler sur une variable spécifique. On va voir qu'on utilise le point quand on travaille avec ces éléments spéciaux-là, que ce soit des librairies ou que ce soit des objets. On va commencer en regardant les librairies, mais avant de regarder ça, on va faire un petit détour pour parler de paramètres nommés. Donc, les paramètres nommés, c'est des paramètres spéciaux, okay, qui sont différents des paramètres qu'on a utilisés jusqu'à présent. Les paramètres qu'on a utilisés jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle des paramètres positionnels. Donc, la position du paramètre a de l'importance. Hein, c'est ça qui dicte l'ordre dans lequel on affiche les choses. L'autre type de paramètres, les paramètres nommés, ça va être habituellement pour des fonctionnalités facultatives ou des options ou des configurations qu'on peut utiliser avec la dite fonction. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner pour les paramètres nommés? Après avoir mis tous les paramètres positionnels qu'on voudrait avoir, on a la virgule, puis là, à la place d'avoir un paramètre tout de suite, on va avoir le mot du paramètre nommé, c'est ça qui est nommé dans le paramètre. Fait que ce nom-là est spécifique à la fonction. Donc, pour savoir c'est quoi les différents paramètres nommés, il va falloir regarder des exemples, il va falloir aller regarder de la documentation. Donc, c'est des choses qu'on va faire ensemble au fur et à mesure de la session, là. Donc, pour le print, il existe un paramètre nommé end qui va me permettre de changer la donne de la fin du end. Donc, ici, on se donne un petit exemple. Juste par principe, on va se mettre un 1 ici. On va commencer avec sans rien. Et on va revenir en arrière par la suite. Fait que par défaut, hein, on a des choses que l'on a déjà vues. On a un print, ça affiche 2 paramètres, on les voit. Puis après ça, ça print l'autre sur l'autre ligne, puis ça print le troisième sur la troisième ligne. Fait que le print, par défaut, okay, dans sa configuration standard, va faire un saut de ligne à la fin de son affichage. Hein, fait qu'il va afficher cela, puis OK, il est à la fin, il fait aussi un saut de ligne. On n'est pas obligé d'avoir ça. Donc, on peut utiliser le paramètre nommé end qui me permet de dicter ça va être quoi qui se passe à la fin de notre print. Fait ici, à la place d'avoir un saut de ligne, après avoir fait les 2 affichages de 1 et 1, ben lui, j'ai dit, comme fin du print, mets un underscore à la place. Donc, lui met un underscore, puis là, on peut voir ici le to qui, lui aussi, va avoir un saut de ligne, mais qui commence directement après l'autre que j'ai établi. Donc, on a des paramètres nommés, okay, où c'est que j'ai le mot que je recherche, un égal, suivi de la nouvelle valeur, okay, que je vais avoir. Fait qu'on peut garder les mêmes opérations, mais habituellement, on le garde collé pour pas que ça prenne trop de place. Monsieur, j'ai une question. Oui. En fait, j'ai essayé de faire le même exercice, mais lorsque je l'ai fait, il n'y a pas d'espace entre les mots. Donc, genre, je voulais écrire pomme verte orange, mais là, quand j'écris pomme verte orange, c'est tout collé ensemble. C'est quoi l'erreur que j'aurais pu faire? Ben, si tu l'as mis tout à l'intérieur d'une même chaîne. En fait, je sais pas si je peux comme partager mon écran rapidement. Ou... Ah oui, oui. Au pire, tu peux coller ton texte ah ouais, ok, ouais, juste mettre dans le chat. En fait. Ouais. C'est aussi une méthode facile et conviviale de partager ce que tu as fait. Ouais. Ici, ici, ça c'est-tu des... C'est certain, si je colle ça. Ok, ouais. Ici, le principe, si on reprend ce que tu as fait, puis ici, tu vois que sont tous collés un après l'autre. Hein? Mm-hmm. Ce que tu as dit, c'est qu'à la fin, toi, ce que tu veux avoir, c'est rien pantoute. OK. Fait que, une fois qu'il finit pomme, il est tout de suite prêt à écrire quelque chose d'autre. Mm-hmm. Fait qu'il va tout de suite écrire le prochain que tu as donné.
Si tu veux avoir un espace entre, ben là, c'est à toi de dire qu'à la fin du print, je veux pas un saut de ligne, je veux un espace. Ah, OK, fallait insérer l'espace, OK. Hein? Ou le mettre ici, après le pomme, qui donne le même résultat. OK, je Parce que comprends. là, le principe, c'est qu'il y avait nulle part aussi qui demandait un espace. Fait qu'il n'a pas mis d'espace. Ouais, je comprends. Parfait, merci beaucoup. Pas de problème. Puis on peut bien comprendre ici le principe de la minutie des différents éléments qui rentrent en jeu quand on programme des choses. Beaucoup de parties de plaisir. On est capable d'importer des fonctions puis des fonctionnalités qui viennent de l'extérieur, donc de librairies externes. Donc, on va pouvoir avoir des modules qui sont fournis de l'extérieur puis qui vont pouvoir apporter des nouvelles fonctionnalités. Le print puis le input, ça fait partie d'une dizaine de fonctions qui sont toujours là, qui sont toujours disponibles, mais la majorité des fonctions plus avancées vont devoir être importées pour qu'on puisse les utiliser correctement. Donc, quand on veut utiliser une fonction qui vient de l'extérieur, il faut savoir c'est quoi le nom de la librairie, puis il faut savoir c'est quoi le nom de la fonction à l'intérieur de cette librairie-là. Le principe, c'est qu'il y a de la documentation qui va être fournie, qui va être disponible, puis nous, on va en voir ensemble des différentes fonctions, des différentes possibilités qu'on a avec ces librairies-là. Fait que nous, de se donner un exemple, il y a une librairie math qui existe pour des fonctions mathématiques. Donc, on va la regarder, puis on va essayer d'utiliser une de ces fonctions à l'intérieur. Okay? Donc, il y a des fonctions pour trouver les sinus, les exposants, les racines carrées, les logarithmes, des choses comme ça. Fait que la première chose qu'il va falloir faire, c'est être capable d'importer la librairie, parce que d'utiliser directement le nom de la fonction, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour importer la librairie, on va se faire un nouveau bloc de code. On va utiliser la commande import, puis on va donner le nom de la librairie. Fait que ça ici, ça se fait, puis le principe, c'est que même je peux le faire dans sa propre cellule, puis ça le fait pour, encore une fois, toute la globalité. Fait que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que toutes les importations vont se faire une fois au début, puis après ça, comme on a importé ce qu'on a besoin, puis il n'y a plus de problème. Fait qu'une fois qu'on a importé la librairie math, pour être capable d'avoir l'utilisation d'une de ces fonctions, il va falloir préfixer la fonction du nom de la librairie. Fait que ça va être math. Puis là, je vais utiliser le point pour être capable d'aller chercher les différentes fonctions. On peut voir ici en passant que Google Colab est conscient des différentes fonctions. Là, il me les donne. Puis si je commence à écrire celle que je veux, il me la donne directement. Puis je peux utiliser cette fonction-là. Là, ici, je peux l'utiliser directement. Ça va me donner des résultats parce que c'est la seule instruction que j'ai dans mon bloc de code. Fait que je peux voir ici que math.sqrt, qui est le square root, qui est la racine carrée. Donc, la racine carrée de 45, c'est 6.708, blablabla. En passant, on se souvient que quand on travaille avec des valeurs fractionnaires, ça se peut très bien que ça soit genre 0.89, comme il y a une limitation là, ici au nombre de décimales qui est capable d'afficher du fait que c'est une valeur fractionnaire, puis qu'il n'y a rien de extrêmement précis dans le monde des fractions en programmation. On a des variations par rapport à ça. Donc, on a la possibilité d'avoir des importations où c'est qu'à place d'importer t'importes la librairie, le module, mais à place de devoir à chaque fois utiliser le mot complet, je peux le renommer. Okay? Donc, on va voir que c'est beaucoup utilisé dans les librairies de sciences des données pour ne pas avoir à réécrire au complet le nom de la librairie à chaque fois que je veux faire quelque chose. Donc, j'importe la librairie, puis je peux utiliser le as pour renommer la librairie pour mon utilisation dans mon programme. Fait que là, c'est le même principe, ça va être math.quelque chose, mais à la place d'être math.quelque chose, ça va être le nouveau nom que j'y ai donné. Donc, on peut faire m.sqrt dans ce cas-ci, parce que je l'ai renommé en tant que m. Puis là, le nom que moi j'y donne, c'est moi qui décide. Là. J'aurais pu que ça aurait pu être Zaza, ça aurait pu être maison, ça aurait pu être X. Donc, c'est moi qui décide, puis à partir de là, j'utilise cette librairie-là avec le nom que moi j'y ai donné. On a aussi une autre variation. Des fois, on a juste besoin d'une seule fonction dans une librairie, puis je ne veux pas avoir à écrire le nom de la librairie à chaque fois. Donc, je peux faire, à partir de la librairie, d'importer une fonction spécifique. Puis, à ce point-là, je n'ai plus besoin de préfixe
pour cette fonction-là spécifique. Donc, dans ce cas-ci, SQRT fonctionnerait directement sans problème. Super. Dernier sujet de la journée, on va parler de notre première structure de données. Donc, on avait parlé des structures de données la semaine passée. C'était notre manière d'être capable de regrouper plusieurs éléments, plusieurs valeurs ensemble. Puis quand on parle de ensemble, ça va être une collection de valeurs qui va exister sous le nom d'une seule variable. Donc, dans une variable, on va pouvoir avoir une série de différents éléments. Donc, la liste en Python, c'est une série consécutive de cases mémoire. Puis, les cases mémoire vont être numérotées pour être capable de, à partir du nom de la variable, dire, ben moi, je vais aller dans telle case, puis il va me chercher telle information de telle case, puis il va écrire dans telle case pour être capable de s'y retrouver. Élément intéressant, c'est que en Python, les listes, contrairement dans la majorité des langages, les listes peuvent être de type hétérogène. Ça veut dire que je peux avoir des int, je peux avoir des floats, je peux avoir des chaînes de caractères, tout ça en même temps à l'intérieur de la liste. On va regarder comment construire une liste, puis après ça, on va voir comment la modifier, comment la détruire, comment aller chercher ses valeurs à l'intérieur. Donc, on est capable d'utiliser les crochets carrés. Les crochets carrés, ça va être notre symbole qui nous dicte, OK, là, on est en train d'utiliser des listes de données. Donc, je peux utiliser une variable avec des crochets carrés. Oups. Donc, j'ai des crochets carrés, puis à l'intérieur, j'ai une liste de valeurs. Donc, quand on a une liste, on a des délimitations de différents éléments, comme pour les fonctions, on va avoir des séparations, des délimiteurs par des virgules, puis entre chacun, ces différents éléments-là vont être affichés puis instaurés dans ma liste que j'ai sauvegardée en mémoire. On a différentes variations de ça. Je peux sauvegarder des chaînes de caractères, je peux sauvegarder différentes possibilités, différents types en même temps. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser souvent, là, mais c'est possible. On peut même faire certaines opérations arithmétiques sur les listes. On va voir plus tard qu'on a d'autres outils de collection de données là, qui vont être plus pour la science des données. Fait qu'on va plus aller voir les opérations rendues là. On a, par contre, chose intéressante, quand j'ai besoin de savoir la taille de ma liste, savoir il y a combien d'éléments à l'intérieur, j'ai une fonction qui s'appelle len, diminutif de length, donc qui va être capable de prendre une liste puis me trouver le nombre d'éléments dans la liste. Fait que si admettons, je change la grosseur de ma liste puis que là, je réexécute le programme, je peux voir que j'ai maintenant 5 éléments dans ma liste plutôt que 4. Donc, j'ai la fonction len qui me permet de mettre ces éléments-là dans ma liste. Fait que là, c'est bien le fun d'avoir créé une liste, mais il va falloir être capable d'aller chercher les 10 éléments de la liste. Donc, pour être capable d'aller chercher les éléments, on va utiliser le nom de la variable, le nom de la liste que j'ai créée, avec des crochets carrés. Puis, à l'intérieur des crochets carrés, je vais mettre ce qu'on appelle l'index ou l'indice de la case que je veux avoir. Ici, on va se donner un autre exemple. Donc, je pars de ma liste, je mets des crochets carrés, puis là, mettons, je vais aller chercher la case 1. Là, on va voir quelque chose de très intéressant, puis qu'il va falloir se souvenir, c'est que ça me donne 45. 45 qui est ici, là. Là,
on pourrait être confondu parce que tu es comme, c'est pas la case 1, mais en fin de compte, oui, c'est la case 1. Donc, en programmation, en informatique, pour des raisons techniques dans lesquelles je n'irai pas, vous pouvez faire un deuxième diplôme en baccalauréat ou en certificat en informatique si vous voulez en savoir plus. Mais pour des raisons techniques, quand on commence à compter des choses en informatique, la majorité du temps, on commence avec 0. Donc, la case 1, c'est en fait la deuxième case. Parce que la première case, c'est la case 0. Puis ça, c'est la case 1. Ça, c'est la case 2, case 3 et case 4. Donc, la case 4, c'est la dernière de notre liste courante. Si j'essaye en passant de aller dans une case qui n'existe pas, ça va me générer une erreur en disant que l'index, l'indice de la liste, est en dehors des bornes possibles pour cet élément-là. Donc, c'est un typique. Ma liste va jusqu'à 4. C'est juste ça que je peux aller chercher. On est aussi capable d'utiliser cette sélection-là d'une case spécifique pour changer la valeur à l'intérieur d'une case de ma liste. Donc, je peux l'utiliser comme destination d'une assignation pour être capable d'aller changer les valeurs à l'intérieur. Donc ici, si je fais ma liste, puis que là j'ai dit va à la case 1, puis on va mettre ça à 100. Puis on va refaire afficher la liste. On peut voir le dernier affichage ici. Après avoir fait la modification de la case 1 pour mettre la valeur à 100, la valeur est maintenant à 100 comme prévu. Qu'est-ce qui est arrivé en passant avec le 45? Il est disparu, il a été écrasé, il n'y a pas rien qu'on peut faire pour le faire revenir. Ne passez pas go, ne réclamez pas 200$. C'est complètement perdu dans les néants intersidérales de l'ordinateur. Donc, on a la possibilité de modifier des valeurs à l'intérieur d'une liste déjà existante. Non seulement ça, non seulement qu'on peut modifier des données déjà existantes, mais la liste va être dynamique. Ça veut dire que la taille de la liste peut changer avec certaines opérations. Donc, on va premièrement regarder comment ajouter des éléments à une liste. Donc, pour ajouter un élément à une liste, on va utiliser une méthode. Donc, une méthode, c'est une fonction spéciale qui s'attache après un objet. Donc, un objet, c'est une variable spéciale. Puis les listes, c'est des objets, okay, qui sont ces variables spéciales-là. Le principe d'un objet, ça va être qu'il y a des valeurs rattachées, comme ici, il y a un paquet de valeurs rattachées. Mais il va aussi avoir des fonctions spéciales qu'on appelle des méthodes. Puis ces méthodes-là vont habituellement travailler sur les valeurs de l'objet. Donc, pour être capable d'utiliser une méthode, je pars de mon objet. Puis, comme avec les librairies, comme avec les modules, j'utilise le point. Puis, je peux appeler le nom de la méthode, puis utiliser des parenthèses, comme avec les fonctions, pour être capable de prendre à ma liste. Puis là, ici, j'utilise la méthode append, qui est pour ajouter, qui va me permettre d'ajouter un élément. Fait que là, ici, mettons, je vais mettre un élément, je vais mettre 99. Puis je vais faire un affichage par la suite. Puis je peux voir que après avoir ajouté à ma liste, quand j'affiche la liste, je peux voir que l'élément a été rajouté après les autres éléments préalables. On va voir qu'il existe d'autres méthodes. Si on voulait insérer quelque chose au milieu, donc j'ai eu la question en même temps, là. Donc on va voir qu'il existe d'autres méthodes pour faire autre chose. Le append, c'est le plus simple, ça l'ajoute à la fin, okay, sans trop se poser des questions. On va aller regarder dans quelques instants la série de méthodes qui me permet de rajouter des éléments à d'autres endroits. Mais avant de faire ça, on va regarder la possibilité de détruire des cases à l'intérieur de la liste.
Donc, pour être capable de détruire des cases, on va utiliser le del. Okay? Donc, le delete, l'instruction delete, qui me permet de sélectionner une case puis de faire en sorte que cette case-là soit détruite. Donc, je peux faire un del de ma liste crochet 1. Puis, si je regarde à ce point-là, la case 1, hein, qui était la case avec le 100 à l'intérieur, parce qu'on commence avec la case 0, a été supprimée. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les numérotations d'une liste restent toujours séquentielles. Donc, si j'ai délité la case 1, tout le monde se tasse pour que quelqu'un de nouveau tombe dans la case 1. Donc, après ça, si je fais un print de ma liste crochet 1, hein, ben, c'est celui qui est à cette nouvelle position-là. C'est maintenant le 23 qui est à la case 1. On a une dernière opération possible aussi pour les listes. Donc, si j'utilise le plus sur des listes, ce que ça va faire sur deux listes différentes, là, je peux voir ici, j'ai deux listes différentes. Donc, le principe, c'est que ça va faire ce qu'on appelle une concaténation. Donc, une concaténation, c'est le principe des choses qui se collisionnent ensemble puis qui viennent se coller, okay, un à côté de l'autre. En fait, c'est ce qu'on a vu tantôt avec les chaînes de caractères, là, quand on a tout converti en string avec notre input. C'est le principe que ça a pris la partie de gauche, ça a pris la partie de droite, ça les a collés ensemble, puis paf, ça devenait ma nouvelle information. Donc, je peux faire ça avec des listes. Donc, ça va faire la liste de gauche, le X, plus la liste de droite, le Y, puis ça devient une nouvelle mégaliste. Fait qu'on a ces différents éléments-là. On a aussi la possibilité de faire du découpage de listes. Donc, le principe de découpage, c'est à l'intérieur d'une grande liste, je veux aller chercher certains sous-éléments qui vont venir m'aider dans ma liste. Ou en tout cas, qui vont venir m'aider dans mon problème. Fait que ici, on va regarder, mettons, l'exemple qu'on a ici. Donc, on a, hein, si je fais juste afficher X, là ici, je veux juste faire des choses en bas, fait que j'ai pas besoin du print, parce que si je fais juste une opération, ça m'affiche le résultat de cette opération-là directement. Fait qu'on avait vu que je peux mettre une valeur, puis ça me permet d'aller chercher cette valeur-là précise. Hein. Fait que si je mets 2, ça va me chercher le C, parce que c'est 0, 1, 2. Mais si je veux aller sélectionner plus qu'une valeur en même temps, je peux utiliser le 2 points après l'élément, puis après ça, une autre valeur par la suite. Fait que si je vais commencer à l'indice 2, puis je vais aller jusqu'à l'indice 4. Fait que là, ici, j'ai 0, 1, 2, hein, fait que j'ai le C, j'ai le D qui est à 3, mais là, je peux voir que j'ai pas de E dans mon résultat, là. Mais mon E, c'est ma quatrième case, c'est ma case numéro 4. Fait que quelque chose qui est aussi intéressant, un peu fatigant, mais on s'habitue, c'est que quand on fait ce découpage-là, le deuxième nombre est exclu de la sélection. Il n'est pas sélectionné. Donc, le principe, c'est que ça va de 2 à 4, mais ça ne prend pas 4. Fait que ça va en fait de 2 à 3 inclusivement. Donc là, ici, ça a été sélectionné le C puis le D. Donc, on a cette possibilité-là pour aller chercher une sous-liste qu'on appelle, ou en anglais, ils appellent ça du list slicing. OK, fait que d'aller chercher une slice de la liste que tu as besoin. On a aussi d'autres variations avec le slicing. Quand on a le 2 points, on peut omettre le premier nombre. Puis, dans ce cas-là, ça va chercher depuis le début. Ou on peut omettre le deuxième nombre. Puis, ça va aller chercher jusqu'à la fin. On peut aussi, en fait, omettre les deux nombres. Puis là, ça va juste aller chercher toutes les valeurs possibles. J'ai une question de Antoine. Oui, ma question, pourquoi ça ne retourne pas une erreur? Parce que vous avez mis 2, 4, tandis que 4, il n'y a pas assez E qui est dans 4 si vous faites l'appel. Donc, pourquoi ça ne retourne pas une erreur? Ben, ici, le principe, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Oui, mais D est en position 3. Effectivement.
Parce Exactement. que Pourquoi ça ne retourne pas une erreur? c'est pas que ça retourne une erreur, c'est que le 4 ici va être exclu de la sélection. Fait que ça va de 2 à 4, mais pas 4. Fait que ça prend 2 et 3, qui sont C et D. OK, ma question, je pensais que ça allait retourner une erreur parce que si ça devrait être successif, donc je pensais que ça allait tourner une erreur. Si j'ai dit, OK, non. mais cherche-moi 2, position 2, dans la liste, c'est position 4. Mhm. Ben, étant donné que ça devrait se faire successivement, donc, OK, ben, ça va me retourner une erreur parce que je n'ai pas respecté comme le principe là, parce que C est à 2, D est à 3. J'ai demandé 2 et 4 et ça Tu m'a n'as pas retourné C demandé et D. 2 et 4. Tu as demandé de 2 jusqu'à 4. Oui, Hein, mettons que 2 je mets jusqu'à 5, là. 4. Ouais, ben, exactement. Maintenant, ça retourne D et E. Ouais. C'est ça, je comprends pas parce Ça que... va chercher 2, 3, 4. C'est supposé arrêter à 5, mais le 5 est exclu. Il est exclu, il n'est pas sélectionné. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça qui... C'est tout le temps comme ça. Le deuxième chiffre, OK, il va mais jusque-là, mais il est exclu. si on met D3. Ah, OK, c'est bon. Il va de 2 jusqu'à 3, mais il est exclu. OK, c'est bon. Non, je comprends là. Donc, juste 2. OK, C'est d'accord. comme si on mettait 3 moins 1, c'est ça? Oui, À chaque fois effectivement. moins 1. Puis l'idée, c'est que tu peux mettre length ici, qui comme, puisque c'est 0, là, ça va être le moins 1 automatiquement. Il y a des raisons techniques, encore une fois, pour pourquoi c'est une bonne idée à long terme. Super. Il y a certaines fonctions aussi sur les listes qui sont utiles. On va voir qu'il y en a d'autres dans des librairies, là, mais il y en a qui sont là par défaut, comme min et max, qui est capable de trouver comme la valeur minimum, la valeur maximum d'une liste de manière facile et conviviale. On parlait tantôt de différentes méthodes. Donc, on a une liste des méthodes. Donc, on a le append qu'on a vu. Mais on peut aussi avoir, tantôt, quelqu'un qui demandait, puis quelqu'un qui a copié-collé la partie plus loin. Donc, le insert, qui me permet d'insérer un item à un index spécifique. On peut aussi aller chercher un item, savoir à quel index il se retrouve. On peut aussi aller... On a vu le del qui me permettait de détruire une position. Mais si à la place de détruire une position, je veux aller détruire une valeur précise, je peux utiliser le remove qui va me permettre de prendre une valeur puis aller trouver la première occurrence de cette valeur-là puis de la déliter, ben de l'enlever de ma liste. J'ai aussi des éléments qui me permettent de modifier les valeurs, toutes les valeurs d'une chute, comme pour être capable de trier les différentes valeurs ou être capable de faire une inversion. Que la première devienne la dernière, que la deuxième devienne l'avant-dernière, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas mal les différentes méthodes qui sont disponibles avec les listes. Dernier élément de la soirée, on a le petit frère des listes, qui est les tuples, ou les tuples en anglais. Donc les tuples, c'est extrêmement semblable à une liste. Il y a une variation quand on crée un tuple à la place d'une liste, où on va utiliser des parenthèses à la place de crochets carrés. Puis après ça, la majorité des choses vont être pareilles. Okay? Donc, si on prend cet élément-là, on s'en va ici, on va... Donc, le principe, c'est que j'ai un tuple, une série de valeurs, je peux afficher le tuple, je peux aller chercher une des valeurs, je peux aller chercher un slice de mon tuple, mais ce que je n'ai pas le droit de faire avec un tuple, c'est de modifier le tuple. Donc, contrairement aux listes qui sont complètement dynamiques et modifiables, les tuples sont immuables. Donc, une fois qu'il a été créé, je ne peux plus le modifier par la suite. Fait que là, on pourrait définitivement se poser la question de « Mais Hugo, pourquoi est-ce que je voudrais faire ça dans ma vie? » Bonne question. La raison derrière, c'est parce que le dynamisme des listes coûte beaucoup de performance quand on fait des calculs avec des listes.
Parce qu'il ne peut jamais être certain de c'est quoi la taille, il ne peut jamais être certain de si on a changé quelque chose depuis la dernière fois. Il y a plein de choses qui doivent se demander à chaque fois. Quand on utilise des tuples, ça nous permet de prendre beaucoup de raccourcis d'efficacité qui nous permet d'avoir des calculs plus rapides pour les mêmes opérations. Donc, habituellement, ce qui va se passer, c'est que quand on a des calculs qui ont besoin de collection, hein, ça c'est le terme générique de liste et de tuple, quand on a besoin de collection puis qu'on sait que les collections ne vont pas changer dans le temps une fois qu'on va les avoir créées, on va préconiser l'utilisation de tuples juste parce que les calculs vont se faire plus vite. Super. Fait que ça fait le tour des choses que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. Il nous reste à regarder un peu qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du laboratoire, à l'intérieur des ateliers à chaque semaine. Donc, le principe, c'est on a une section atelier dans laquelle on retrouve des sections pour la majorité de chacune de nos semaines où on va avoir un cours. Puis, à l'intérieur de celle-ci, on va avoir habituellement des exercices à faire. Donc, quand on travaille avec des exercices de programmation, on va habituellement avoir différents programmes à faire. Donc, le but, c'est pour chacun des programmes, vous voulez avoir, OK, vous créez votre propre, puis là, vous pouvez faire un nouveau notebook, dire INF 5111, cours 1, cours 2, introduction, puis là, tu fais les exercices. Puis là, je peux même décider, tiens, je veux me souvenir de c'est quoi les différents programmes, fait que je peux même prendre ici le texte, hein, puis être capable de le copier ici. Oups, je ne vais pas cliquer là-dessus. Hein, pour me souvenir de c'est quoi que j'ai besoin de faire. Puis là, je peux commencer à l'écrire à l'intérieur. Fait que là, le principe, c'est j'ai besoin de faire un affichage de Allô monde. OK, ben je me souviens que print, OK, Allô monde. J'essaie de rouler ça, puis là, je suis comme ah shoot, ça marche pas. C'est comme ah oui, je me souviens, les chaînes de caractères, il fallait que ça soit délimité par des guillemets. OK, fait que là, on met les guillemets, OK, ça va bien. Puis là, t'es comme OK, ça ressemble à ce que j'ai besoin de faire, parfait. Là, je peux passer au prochain exercice. Donc, le principe, c'est que ces exercices-là sont déjà disponibles. Puis, le but des démonstrations, c'est de vous aider à débloquer, à vous aider à faire ces exercices-là. OK? C'est pas juste de les faire devant vous autres. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que quand moi je le fais, ça a l'air vraiment facile. Quand vous allez le faire, vous allez voir que c'est un peu moins facile, même voire très difficile. Donc, c'est vraiment avec cette pratique-là que vous allez internaliser, que vous allez comme vraiment acquérir les différentes connaissances pour le cours. Le but des démonstrateurs, c'est d'être capable de, quand vous avez des erreurs, quand vous êtes bloqué, quand vous êtes pogné, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous aider vers les bonnes idées, les bonnes solutions, les bonnes notes de cours, la bonne documentation pour, en gros, devenir votre huile dans votre engrenage qui est bloqué pour la dite question. Les solutions des différents exercices à chaque semaine vont vous être fournies après les ateliers. Donc, c'est pas des choses qu'il faut remettre, c'est pas des choses qui seront évaluées, c'est de l'auto-évaluation. Donc, c'est vous qui savez si vous avez réussi ou pas. Je vous conseille fortement de ne pas regarder les solutions si vous n'avez pas fait les exercices, parce que, comme j'ai dit, de regarder du code fonctionnel, c'est une toute autre paire de manches que d'écrire le code par soi-même. Donc, il faut être très conscient de ça pour quand va être le temps des évaluations. Donc, il faut se pratiquer d'avance pour ne pas se planter la face quand ça compte. Vous pouvez faire les exercices d'avance. Donc, si vous passez au travail des exercices, OK, puis vous n'avez aucune question, votre présence dans le laboratoire n'est pas requise. OK, donc le principe, c'est que les démonstrateurs sont majoritairement là pour vous aider à vous débloquer. Donc, ça va être à vous de gager durant les premières semaines là, pour savoir est-ce que vous avez besoin de
vous préparez d'avance? Est-ce que vous avez besoin de faire les exercices durant la période? Les exercices sont habituellement faisables à l'intérieur de la période de laboratoire pour l'étudiant moyen. Donc, vous n'êtes pas obligé de les faire d'avance, mais si vous arrivez cette semaine puis vous vous rendez compte que vous en avez fait 2 puis il y en a 6 durant la période de laboratoire, ben là, peut-être réajuster vos attentes personnelles puis commencer à travailler d'avance sur les différents exercices pour arriver au laboratoire pour être capable de poser des questions pertinentes. J'ai une question de Pouya là-dessus. En fait, monsieur, j'ai une question par rapport aux ateliers. Donc, disons, pour l'atelier de cette semaine, parce que le premier, c'est les bases. Oui. Disons, il y a des trucs comme multiplier des nombres, noms et prénoms, mais il n'y a pas nécessairement toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui en cours. Donc, est-ce que la question, c'était à savoir, est-ce qu'à l'examen, il va sûrement avoir les notions pratiques des ateliers ou il va aussi avoir les notions pratiques de ce qu'on a vu en cours? Les deux. Les deux. Le principe, c'est que s'il n'y a pas une question spécifique sur quelque chose qu'on a vu cette semaine, ce qu'on fait se construit à chaque semaine. Là. Fait que, tu sais, comme il n'y a pas d'exercice spécifiquement sur les listes, là, mais c'est quelque chose qui va rester avec nous. Fait que c'est des choses qu'on va faire à notre prochain cours de programmation. C'est pour ça que je ne les ai pas mis tout de suite. OK, parfait. C'est bon, merci. J'ai une autre question de Moselle. Oui, monsieur. Donc, je me demande comment à distance on peut faire ce cours-là avec, je ne sais pas comment on va être en même temps connecté avec le prof et nous, le code en même temps. On va faire le code en même temps, je ne sais pas comment il va évaluer et en même temps, il va voir nos travaux en ligne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Si tu doutes de l'efficacité de ça, tu peux toujours te présenter en personne les vendredis après-midi. Mais le principe, c'est que tu peux partager ton écran, puis le démonstrateur peut voir ce que tu es en train de faire pour être capable de t'aider, voir les erreurs, être capable de t'accueillir dans tes problématiques sans problème. OK. Bon, merci beaucoup. Pas de problème. Excellent. Donc, on demande aussi qu'on peut trouver les ateliers. Donc, le principe, c'est encore une fois à partir du site de cours. On a le site des notes de cours, dans laquelle on a regardé aujourd'hui le cours d'intro de programmation. Il y a à gauche une section pour les différents ateliers. Donc, on fait cette semaine l'atelier numéro 1 sur les bases de programmation. Attends, je vais vous le montrer. Donc, sur le site de cours, on a le site des notes de cours où c'est qu'on sait aujourd'hui regarder le cours numéro 2 d'intro de programmation. Puis à l'intérieur, il y a un deuxième onglet qui est pour les ateliers. Puis à l'intérieur, on a les bases qui sont les différents exercices à faire cette semaine. Bon. Parfait. Donc, ça serait tout pour moi cette semaine. Ça tombe bien parce que ma gorge me fait extrêmement mal. J'ai une dernière, possiblement une dernière, vous allez poser d'autres questions après, de Ray. Non, pas de questions. Ça veut dire que tout va bien. Oh, question? Je vois que Ray s'est démuté, mais ne parle pas. Non, merci. Je voudrais juste dire merci pour le cours. Excellent. Donc, oui, bon. une autre question, dernière question de Rosa. Est-ce que le lien Zoom, c'est le même que pour le cours pour le laboratoire? Oui, ça va être le même, autant pour le comodal que pour celui à distance du samedi. Et si on n'a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour commencer notre track de base de données la semaine prochaine. Merci. Merci, Merci. monsieur. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bye bye.